Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons de la philosophie de l'élégance quand on est membre d'une équipe. Nous parlerons du savoir-vivre dans toutes les équipes que nous formons dans notre vie et de comment la force de l'élégance peut décupler les potentiels individuels et collectifs. Quelles sont les relations qu'un homme élégant ou qu'une femme élégante devrait avoir ? Nous en avons déjà parlé, mais je vais en reparler un peu parce qu'on ne le garde que trop peu en tête. Les relations que nous devrions avoir devraient, avant tout, être conscientes. Nous devrions être clairs avec nous-mêmes sur le pourquoi nous côtoyons cette personne. Ensuite, il faut privilégier la qualité à la quantité, évidemment. Une relation est une responsabilité. Elle est source de bien-être et de ressourcement, certes, mais paradoxalement, une relation est aussi énergivore. Nous avons besoin d'un équilibre pour être à l'aise avec nous-mêmes et trop de relations, d'autant plus si elles sont vides de sens, nous désaxeraient avant même que nous nous en rendions compte. Imaginez une relation comme une bulle dont le contour nécessite d'être alimenté par votre propre énergie, quoi qu'il en soit. À l'intérieur de la bulle, imaginez un cœur scintillant. Au plus ce cœur est riche, au plus celui-ci vous donne de l'énergie, et au plus il vous revigore. La bulle idéale est celle à qui vous donnez de l'énergie pour l'alimenter, et en retour, le cœur de celle-ci vous nourrit à son tour grâce à la force de son cœur. Vous comprenez ? Une bulle vide va vous prendre de l'énergie sans rien vous donner en retour. Et si vous avez une multitude de bulles qui gravitent autour de vous, vous serez vite à plat en termes d'énergie. Quel dommage! Qu'est-ce qu'une relation de qualité ? C'est une relation avec quelqu'un qui vous stimule, qui stimule vos capacités, votre intellect, votre bien-être. Une personne qui vous donne envie naturellement d'être gentil avec elle, sans effort. Une personne qui, avec qui vous vous sentez plein d'idées en fait, avec qui on s'exprime facilement. Et bien entendu, cela doit être réciproque. Et c'est ça, une relation de qualité. Si le sujet vous intéresse plus amplement, nous en avions très bien parlé dans l'émission numéro 4 sur l'élégance verbale et je vous y renvoie avec joie. Le cœur de notre sujet du jour est l'élégance dans l'esprit d'équipe. Avant de parler de l'équipe au sens personnel du terme, nous allons en parler au sens large, puisque les codes du savoir-vivre, de la politesse et des bonnes manières régissent la société et les relations humaines. Donc, quelle est la structure d'une société ? Et pourquoi dit-on que les codes du savoir-vivre et des bonnes manières la régissent ? Eh bien parce que les bonnes manières, la politesse et le savoir-vivre agissent comme un guide pour entrer en relation avec absolument tout le monde. Un guide pour entrer en relation avec chaque individu qui compose notre propre réalité. Dans notre réalité, nous avons un rôle propre. Nous sommes tous différents et avons chacun nos rôles. Et ici, les codes du savoir-vivre viennent nous situer les uns par rapport aux autres, viennent reconnaître la place que chacun a. En définitive, ils nous expliquent comment entrer en relation avec n'importe quelle personne qui est différente de nous, donc de rentrer en relation avec tout le monde, finalement. J'en parle assez souvent, mais ces codes, ces repères jouent un rôle protecteur. Sur cette planète, la communication n'est pas si facile et tout le monde n'a pas la même ouverture que nous à la communication. Tout le monde n'a pas la même ouverture à la communication tout court, en fait. D'un humain à un autre humain, d'un groupe à un autre groupe, d'une famille à une autre famille, d'une région à une autre, d'une société à une autre, d'une culture à une autre. Vous voyez ? Donc ce magnifique voyage, ce magnifique savoir-vivre et cette belle élégance viennent pallier cela et ouvrent un canal de communication entre les différents humains. Entre les différentes entités, en fait, et les différentes images que l'on renvoie. C'est pour cela que ce domaine est passionnant. Oui, il faut faire l'effort de l'apprendre, mais quand c'est acquis, tout devient plus fluide, et c'est une délicieuse sensation. Aujourd'hui, je vais vous présenter les choses sous un angle encore différent. Pour s'y retrouver très facilement, nous allons catégoriser les différentes identités de façon intuitive et simple. Et ces catégories vont vous aider à identifier les rapports que nous avons. Et de ces rapports découlera le comportement correct que nous devons avoir pour ouvrir ces canaux de communication. Vous allez voir, la plupart du temps, le comportement que l'on a est naturellement correct, parce que nous avons tout de même un bon héritage des bonnes manières, et qu'on a beaucoup intériorisé tout ça. Mais identifier tout cela clairement nous aide non seulement à corriger les petites imperfections, mais aussi à aller plus loin dans notre cheminement, si nous le souhaitons, bien évidemment. Rappelons-le, l'élégance suprême, c'est d'être à l'aise et de mettre à l'aise. Et être à l'aise passe par savoir comment se comporter, avec qui et dans quelles circonstances, évidemment.
Et dans notre vie, nous rencontrons simplement deux types de personnes, les pairs et les non-pairs. Avec les pairs, les relations sont fondées sur l'égalité et la réciprocité. On se rend mutuellement service, on a un comportement similaire l'un avec l'autre. Notre rapport est fondé sur l'égalité. C'est évidemment la catégorie la plus simple. Nous n'avons pas besoin de réfléchir outre mesure sur notre comportement l'un avec l'autre, voyez. Avec les non-pairs, en revanche, les relations seront différentes selon que le rapport sera complémentaire ou hiérarchique. Il y a donc deux sous-catégories ici. La relation complémentaire signifie simplement la différence entre les deux individus dans le rapport de pouvoir. Il y a une notion d'égalité dans le pouvoir, mais nous sommes tout de même différents. Nous avons un pouvoir différent. C'est le cas d'un commerçant et de son client, par exemple. C'est le cas d'un médecin et de son patient. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre, en fait, dans les droits et les devoirs. Par exemple, un médecin est en droit de pénétrer l'intimité de son patient et en devoir de l'écouter. Le patient, lui, est en droit d'attendre de son médecin une attention réelle ou un diagnostic clair et en devoir de ne pas abuser de son temps. Vous comprenez, il y a une notion d'égalité ici, dans le rapport de pouvoir. Il y a juste le pouvoir est donc juste différent, pardon. Et donc, il est très intéressant de repasser sur ces choses-là, que nous devrions apprendre petit d'ailleurs, parce que, en fait, d'une incompréhension de ce sujet, naissent parfois les conflits inutiles. Dans un rapport de complémentarité, il n'y a pas de notion de hiérarchie. L'un n'a pas l'ascendant sur l'autre, vous voyez, contrairement à ce que certains pensent. Et ensuite, il y a donc les rapports hiérarchiques. Ce rapport est très fréquent, et pas seulement au travail. Il y a une notion d'inférieur et de supérieur ici. Et une fois de plus, non pas pour valoriser ou dévaloriser, mais pour situer. Entre les plus âgés, par exemple, qui sont considérés comme supérieurs, et les moins âgés, qui sont considérés inférieurs. Les plus titrés et les moins titrés. Un professeur et son élève, ou plus couramment entre les femmes et les hommes. À la base, les femmes ont un statut plus élevé sur le principe et pour situer que les hommes. Vous voyez ? Maintenant que nous avons compris tout cela, comment manifeste-t-on que l'on a compris la place que chacun a et comment la respecter ? L'opposition entre supérieur et inférieur s'établit sur le mode de la distance sociale, à savoir tout le monde doit rester à sa place. Et cette règle, c'est c'est cette règle-là que tous les génies du malaise enfreignent en fait. La règle de la distance sociale. Cette distance se manifeste par des marques de déférence que la personne en position basse prodigue à la personne en position haute. Il y en a vraiment beaucoup, et de nature verbale et non verbale. Et tous ces codes structurés et organisés, selon les sociétés et les cultures, c'est ça en fait qui constitue le monde magnifique du savoir-vivre et des bonnes manières, dans la culture sociale. Vous voyez ? Pour vous citer quelques marques verbales de déférence, il y a les expressions suivantes. Un homme présente ses hommages à une femme, vous voyez ? Un étudiant envoie ses sentiments respectueux à son professeur. Un inférieur se déclare honoré d'être présenté. On peut aussi noter le titre que l'on ne manque pas de donner à celui qu'il possède. Quand on dit par exemple « Bonjour mon général » ou « Merci madame la directrice » ou « Bonjour maître », vous voyez ? Et dans le registre non verbal, les individus en position basse doivent toujours par exemple s'effacer devant les autres pour passer une porte ou monter dans un bus par exemple. Ou ils doivent aussi abandonner la place la plus confortable à leur partenaire, comme la banquette au restaurant, ou se lever à son arrivée, etc. C'est ça les marques de déférence. Mais les relations sociales sont fondées sur le principe de l'échange et de la réciprocité. Tout le monde a le droit d'être reconnu pour ce qu'il est et ce qu'il fait, et aucune action ne doit rester sans réponse. C'est ça la règle. C'est pas parce que la personne est en position haute qu'elle a tous les droits. Ça n'a jamais été comme ça. Et ceux qui prétendent le contraire sont sacrément mal élevés. Vous comprenez ? Une personne, quelle que soit sa position sociale, ne peut échapper en fait à ce principe. Donc la personne en position haute, elle a aussi des devoirs et des responsabilités, si c'est le cas. Donc à cette personne-là, il lui incombe en fait de donner le ton de la relation. On considère que la personne en position haute a la responsabilité de cette relation. Donc il lui incombe de donner le ton de la relation. Par exemple, les patrons sont responsables des rapports qu'ils entretiennent avec leurs employés. Pardon, excusez-moi, je bégaye totalement aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Donc les patrons,
Les patrons sont donc responsables des rapports qu'ils entretiennent avec leurs employés. Oui, évidemment, c'est de leur responsabilité. Les parents, ils sont responsables des liens qui s'établissent entre eux avec leurs enfants. Évidemment. Donc on doit toujours répondre à un signe de déférence. On remercie la secrétaire qui vous apporte le courrier. On sourit au jeune homme qui vous a tenu la porte. On tend la main à celui qui vous est présenté. On répond aux vœux que l'on reçoit. Vous voyez ? C'est toujours dans cette dynamique de réciprocité, en fait, qu'il faut agir. Et donc, ce sont ces règles que les génies du snobisme enfreignent. Vous voyez ? Si vous souhaitez devenir quelqu'un de plus élégant sans passer pour un snob ou sans être malaisant, c'est ce principe qu'il faut retenir avant tout. Le principe de l'élégance relationnelle repose sur la réciprocité et sur la reconnaissance de la place de chacun pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Pas de condescendance, pas de snobisme. Autrement dit, faire ce qui est juste. Ne pas en faire trop, mais en faire assez tout de même. Vous voyez ? Une relation est une responsabilité, comme je disais. Si je ne veux pas de responsabilité, je n'entre pas en relation. Point barre. On a toujours le choix. Je rentre en relation, je prends mes responsabilités. Voilà comment on vit en société. Maintenant, profitons de parler d'identité pour nous atteler à un petit sujet qui, je trouve, est une transition parfaite pour passer à la partie suivante de l'émission, consacrée à nos équipes personnelles. Ce petit sujet en psychologie, c'est le concept du soi individuel et du soi collectif. Il est important d'en prendre connaissance pour que vous compreniez pourquoi notre comportement naturel change quand nous nous définissons seuls ou en groupe. Non seulement notre comportement change, mais aussi la façon dont nous communiquons change. Et elle est différente selon si elle est d'un individu à un autre individu ou d'un groupe à un autre groupe. Dans notre environnement, comment nous définissons-nous en tant qu'individus ? Notre concept de soi correspond aux caractéristiques qui nous distinguent des autres individus qui nous entourent. Si je suis élève dans une classe de CM2, si je suis la seule qui a une couleur de peau différente de mes camarades, je définirai mon moi individuel par cette caractéristique. Je définirai mon moi par mon prénom, par exemple, qui est différent de celui des autres. Je définirai mon moi par des hobbies que mes camarades n'ont pas. Ce genre de choses. En fait, on définit son soi individuel par les caractéristiques que nous ne partageons pas avec les autres. Dans le concept du soi collectif, je me définis comme membre d'un groupe. Je m'envisage alors comme semblable aux autres personnes qui composent ce groupe. Je conçois mon identité comme ne faisant qu'une avec celle des autres membres. Je suis une CM2. Je suis dans la classe des grands quand je vais interagir avec la classe de CP, par exemple. Notre identité personnelle ou collective se construit en comparaison avec des cibles de référence. Et comment notre identité va switcher ? Eh bien, ce sera selon les attentes qu'il y a en face de moi, les besoins auxquels je dois répondre sur l'instant. Selon certaines attentes, certains objectifs, je vais devoir piocher dans mon individualité ou dans mon identité collective pour mobiliser les forces nécessaires pour répondre à mon besoin. Et c'est ici que vous comprenez que d'être pleinement conscient de toutes les équipes personnelles que nous avons au quotidien, dont nous faisons partie, et que de savoir maximiser leur potentiel est un super pouvoir de l'humanité. Au plus vos équipes sont pertinentes et optimisées, au plus vous avez de levier pour vivre une vie personnelle d'une élégance suprême. Parfois, ça se fait naturellement. Certaines personnes comprennent naturellement cette puissance, et elles ne mettent pas de mots dessus forcément, et ça roule. Parfois, dans certaines équipes, il y a des jours bons et des jours moins bons. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, on fait avec. Et parfois, les équipes sont complètement engluées et dysfonctionnelles, et comme on ne comprend pas de quoi il en retourne, on reste englué, ou pire, on fait des choix radicaux qui, à long terme, ne font qu'empirer les choses. Parfois aussi, on n'était pas conscient des équipes que nous avions, et du jour au lendemain, nous en prenons conscience, et notre vie change de couleur. Les équipes que nous avons au quotidien, et dans notre vie en général, sont nombreuses, mais elles ont des degrés d'importance, comme vous vous en doutez évidemment. De toute façon, c'est bien simple, à partir du moment où vous faites quoi que ce soit avec quelqu'un, vous formez une équipe. Et donc, dans notre vie, il y a plusieurs équipes. Notre équipe au travail, évidemment, mais aussi notre famille, notre groupe d'amis, un ami quand on est en tête-à-tête, notre équipe sportive ou dans nos loisirs, notre quartier, donc nos voisins. On forme une équipe avec nos voisins, même si parfois vous les détestez. Et bien entendu, à mon sens, le plus important, notre partenaire de vie, notre conjoint. Nous formons une équipe. Et s'il y a bien une équipe plus importante que les autres, c'est bien celle-ci, celle que nous formons avec les personnes qui partagent notre quotidien.
Celle qui constitue, en fait, un havre de réconfort pour notre tête et notre cœur. Parce qu'à la base, c'est pour cela qu'on décide de vivre avec quelqu'un. Nous avons choisi cette personne parce que dans notre complémentarité, le quotidien est rendu réconfortant et agréable. L'esprit d'équipe, et je dirais même plus, l'âme d'une équipe, est un avantage presque indécent sur la vie. Et ça, tous les leaders qui œuvrent pour l'excellence l'ont déjà compris. Et on ne parle pas de leader uniquement d'entreprise, on parle de leader dans tous les domaines de la vie. Quand on parle de travail d'équipe, de quoi parle-t-on en fait ? Le travail d'équipe consiste en la coordination d'activités entre 2 ou plusieurs personnes pour atteindre un objectif commun. Dès que vous commencez une conversation, décrochez le téléphone, réfléchissez à une idée, vous vous engagez dans un travail d'équipe. Le travail d'équipe est un multiplicateur de force. Et c'est un multiplicateur de force essentiel à la quasi-totalité des activités de la vie. C'est une façon d'organiser les individus pour favoriser l'interdépendance. La performance d'une équipe englobe à la fois les résultats produits par le groupe dans son ensemble et la contribution de chaque membre à sa réussite. C'est aussi une bonne définition de l'interdépendance, ça. Et dans notre démarche vers la plus haute élégance d'esprit qui soit, l'interdépendance est une notion essentielle. L'interdépendance signifie œuvrer en commun en respectant les individualités de chacun. Ça signifie avoir besoin des autres tout en étant capable d'avancer seul. Vous voyez ? Pour moi, c'est la définition même de la bonne volonté, en fait, l'interdépendance. Ne pas être dépendant des autres, ni complètement en marge d'eux. C'est avancer ensemble, en respectant chaque rythme, dans une volonté commune d'y arriver. D'y arriver. Mais d'arriver à quoi ? Parce qu'en entreprise, on a des objectifs clairs et définis. C'est facile en entreprise, les objectifs sont définis et on met en place des stratégies et l'objectif est le même dans la tête de tout le monde. Enfin, normalement. Mais bref, quand il s'agit d'amitié et de famille alors, qu'en est-il ? Eh bien, c'est plus subtil. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille mener son couple, sa famille ou ses amis comme on mène une entreprise. Pas du tout. Je souhaite juste révéler, des objectifs... révéler quelque chose, des objectifs un peu implicites en fait, dont on ne parle pas forcément. Des objectifs qui, s'ils sont différents dans la tête de l'un ou de l'autre membre de l'équipe du groupe, dans l'un ou l'autre membre du groupe, ça va trop vite dans ma tête. Si ces objectifs sont différents dans la tête des membres d'un même groupe, ça peut générer des conflits. Alors que parfois, un peu de clarification résout tout. Et en effet, nous, chers humains, avons tendance à penser que les autres pensent comme nous, tout le temps, n'est-ce pas ? Nous pensons que quand nous décidons de former une équipe avec quelqu'un, ce quelqu'un veut former une équipe pour les mêmes raisons que nous. Mais c'est loin d'être le cas. Et avec un peu de clarification, vraiment beaucoup d'équipes ne se seraient pas séparées avec perte et fracas comme ça. Et ce sont des choses qui paraissent tellement évidentes que quand on se rend compte qu'on s'est trompé, on tombe de très haut, de très 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 haut. Parce qu'en fait, on a basé toutes nos actions pendant une certaine période sur cet objectif avec cette personne. Et quand on se rend compte que l'autre a basé toutes ses actions sur un autre objectif, eh ben on se sent trahi, même si en réalité personne n'a eu la volonté de blesser. On n'est pas parti du même point, c'est tout. Voyez, mais on se sent trahi quand même, parce qu'on sent qu'on a vécu dans une autre réalité que la personne qui a partagé notre aventure. Et il n'y a rien de pire, croyez-moi. Sans en arriver là, on peut aussi réaligner nos objectifs avec la personne en cours de route. Et quand ça marche, notre force se décuple et ça c'est magnifique. Mais encore faut-il que cette personne corresponde au nouvel objectif commun. Mais ça, nous le verrons tout à l'heure. Il y a tant à dire sur ce sujet. Et 2 petits bénéfices collatéraux à tout ça, mais pas des moindres. Premièrement, c'est avec cette direction d'esprit que vous comprenez, ce dont on parle assez régulièrement entre nous, si les gens qui font partie de votre équipe veulent faire les choses bien ou pas. Non, les gens ne veulent pas forcément faire les choses bien, consciemment ou inconsciemment. Et cette petite prise de conscience d'objectif est très très efficace pour déceler ça. Et deuxièmement, plus fun cette fois, se mettre en tête des objectifs est terriblement stimulant. Vous verrez, il ne s'agit pas forcément d'aller grimper l'Everest ensemble ou de partir faire un tour du monde en 80 jours, mais même quand il s'agit d'un objectif de confort, c'est très stimulant. Pourquoi ? Parce que quand vous vous y dirigez, non seulement vous faites grimper votre estime de vous-même, mais en plus vous vous sentez à votre place. Et se sentir à sa place, mes bons amis, est un des meilleurs sentiments
au monde. Alors, pour la famille, selon moi, et toujours dans notre démarche vers l'élégance, l'objectif numéro 1 qu'une famille devrait avoir est le suivant. Créer un environnement familial positif. Travailler à créer un foyer aimant, respectueux et harmonieux où chaque membre se sent valorisé et soutenu. Pour moi, cet objectif-là est vraiment le socle d'un solide et bon départ. Pour certains, cet objectif sera tellement évident qu'ils pourront s'en moquer. Pour d'autres, c'est évidemment tout ce qu'ils auraient voulu en tant qu'enfants, mais qu'ils n'ont pas eu. Alors ils vont essayer de tout leur cœur de le créer avec leurs propres enfants. Et pour d'autres, cet objectif paraîtra vraiment incongru parce qu'ils n'imaginent même pas que c'est possible. Oui, toutes ces catégories de personnes existent. Mais vous savez, même quand ça paraît évident, ça fait toujours du bien de se le rappeler. Parce qu'un objectif pareil, s'il reste dans l'esprit, inspire et infuse tous les petits gestes du quotidien. Donc celui-ci était un objectif, mais je vais vous en citer d'autres pour exemple. Et restons humbles envers ces objectifs. Comme je vous le disais, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et le but est d'ouvrir les perspectives, de donner des idées, de donner des pistes de réflexion, ou alors de renforcer et d'ancrer simplement son esprit. Donc, comme objectifs familiaux, vous pouvez avoir dans l'éducation et le développement des enfants, par exemple. Donc, soutenir les enfants dans leurs études, encourager leurs passions et talents, les aider à développer des compétences de vie importantes. Vous pouvez aussi avoir comme objectif de renforcer les liens familiaux. Donc, passer plus de temps ensemble, organiser des activités familiales régulières, créer des traditions familiales. C'est génial de faire ça. En objectif santé et bien-être avec votre famille, adoptez un mode de vie sain, encouragez l'activité physique et veillez à une alimentation équilibrée pour tous les membres de la famille, sensibilisez la famille à l'écologie, etc. C'est aussi super cool de faire ça franchement. Quoi d'autre ? Avoir un objectif de contribution à une communauté, plus largement. Donc s'engager dans des activités de bénévolat ou des projets communautaires en famille. Toujours très enrichissant de faire ça. Dans certaines phases de vie de la famille, ça peut être aussi améliorer la communication. Aussi simplement, et là avec mes doigts je fais des guillemets, aussi simplement que ça. Parce qu'en fait c'est pas si simple du tout. Donc améliorer la communication, c'est encourager une communication ouverte et honnête entre tous les membres de la famille. Et c'est pas si simple. Il faut vraiment se faire confiance pour ça. Et aussi, dans d'autres phases de vie, par exemple, on peut mettre l'accent sur un objectif de soutien mutuel. Donc se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Célébrer les succès ensemble. Offrir de l'aide et des encouragements lorsque c'est nécessaire. Vous voyez, c'est simple, ça paraît évident, mais ça l'est vraiment pas pour tout le monde. Et même si, quand on en parle, on peut se dire « Ah ouais, et ben quand on y réfléchit vraiment, réfléchissez si vos actes sont vraiment empreints de ce genre de choses. » Ça remet un peu les pendules à l'heure, hein. C'est super comme introspection. Donc ça, c'est des beaux exemples pour la famille. Voyons un peu les objectifs de couple. D'abord, ça pourrait être aussi simplement, entre guillemets que ça pourrait être développer des intérêts communs. Trouver et cultiver des hobbies ou des passions partagées pour enrichir cette relation. Ça pourrait être aussi maintenir l'intimité et la romance ou la raviver. Donc c'est cultiver l'affection et l'intimité, garder la romance vivante dans la relation. Parce qu'une relation amoureuse, ça s'entretient, ça se maintient, ça évolue. Il faut y contribuer consciemment. C'est très élégant. Il y a aussi comme objectif apprendre et grandir ensemble. Rechercher ensemble comment faire grandir votre relation, si elle en a besoin ou si vous en avez envie. Le but est d'être dans un confort ensemble, pas de rechercher à changer tout le temps et d'évoluer tout le temps et d'être meilleur tout le temps, non. Le but, c'est d'être dans un confort commun. Et en fait, ce confort, au bout d'un moment, peut-être que si vous vous y habituez trop, vous commencez peut-être à le sentir ennuyeux. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut évoluer. Mais quand vous êtes confortable, restez dans votre confort. C'est pas mal. C'est quand ça commence à être un peu... En fait, le confort, comment dire ? Vous savez que notre vie est impermanente, n'est-ce pas ? vous savez que tout change, évidemment. Mais ce confort, si on fait rien, si on l'entretient pas, il se maintient pas. Et c'est normal, parce qu'en fait, nous les humains, on a ce super pouvoir de s'habituer à tout. Donc vous voyez, il y a une notion de stabilité, mais si on veut garder la stabilité, il faut quand même le maintenir consciemment. Il ne faut pas le laisser partir comme ça, vous comprenez ? Je ne sais pas si je suis très claire.
Quand je vais me réécouter, ça va me faire tout drôle, je pense. Mais je pense quand même que dans la globalité, vous avez compris. Ensuite, toujours donc dans les objectifs de couple, alors, si vous avez la même manière de réfléchir, vous pouvez vous lancer comme objectif de gérer les finances ensemble. Travailler sur un budget commun, épargner pour l'avenir, prendre des décisions financières ensemble. Ça, ça c'est rigolo. C'est un peu touchy parce que c'est un peu sensible, mais c'est rigolo. Bien sûr que vous devez être au courant tous les deux de vos finances, c'est normal dans un couple. Et d'un commun accord, évidemment. Mais généralement, dans un couple, l'un gère plus que l'autre les finances. Gérer ensemble, c'est rigolo. Il y en a qui le font très bien, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, c'est très compliqué. Et je ris parce que je pense à mes parents. Mes parents, quand ils parlent de budget ensemble, c'est hilarant. C'est hilarant. Ils savent très bien gérer tous les deux, mais ils ne réfléchissent pas dans le même sens et ils ne se comprennent pas là-dessus. C'est vraiment drôle. Donc ça peut être autant un objectif rigolo qu'un sacré défi. Donc prenez ça quand même avec des pincettes. Ensuite, passez du temps de qualité ensemble. Planifiez des rendez-vous réguliers ou des activités communes pour renforcer votre lien et créer des souvenirs partagés, évidemment. Vous pouvez aussi avoir comme objectif de gérer les conflits de manière saine, apprendre à résoudre les désaccords de manière constructive, sans recourir à des comportements nuisibles. Ça, c'est trop, trop bien. La réalité, c'est qu'en le disant, on se moque clairement de ça, parce qu'on se dit que c'est évident, comme d'hab. Mais non, non, croyez-moi, quand on s'engage dans une vraie démarche à améliorer ce point-là, on passe des stades dans son couple. Vous la sentez, l'expérience, là ? Et enfin, pour parfaire cette liste non exhaustive, vous pouvez avoir comme objectif de créer un environnement harmonieux. Travaillez ensemble pour créer un foyer aimant et accueillant, où chacun se sent valorisé et en sécurité. Encore, et oui, pas besoin d'avoir des enfants pour créer un foyer agréable. On peut créer un cocon incroyablement réconfortant pour son couple. Cet objectif est un objectif que je chéris personnellement. Je tiens de mon père la création d'un foyer aimant et heureux. Mon père, il est comme ça. Il m'a inculqué cette chose-là sans jamais rien me dire. C'était juste comme ça, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je veux créer avec mon mari. En fait, j'ai vraiment envie de créer ça, mon mari avec mon beau-fils, etc. Je veux créer ce foyer aimant et heureux. Donc, ces objectifs d'équipe, de famille, de couple sont très puissants. Parce qu'en prenant connaissance de ça, vous comprenez aussi les états d'esprit à travers les époques. Dans notre belle France, par exemple, dans les années 50, les fameuses femmes au foyer. Dans notre époque contemporaine, nous avons beaucoup entendu de critiques sur les pauvres femmes au foyer qui étaient réduites en esclavage pour leurs maris et leurs enfants, bla 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 bla. Mais peut-être que cette culture est aussi, pas que, mais aussi un héritage d'un tel objectif familial. Une femme qui ne souhaite que créer un environnement harmonieux et aimant, une base solide et un lieu de réconfort pour l'homme qu'elle aime et pour ses enfants qu'elle chérit. Je comprends cela personnellement. Je trouve ça magique comme objectif. Faire tout son possible pour mettre à l'abri les siens, en leur prodiguant l'amour et le soutien nécessaire qu'ils méritent, tout en recevant en retour, évidemment. C'est précieux, ça, comme objectif. C'est précieux comme art de vivre. Là où ça coince, comme d'habitude, c'est là où ce n'est pas un choix. Du moment où ce que l'on fait n'est pas un choix de notre part, on commence à subir. Et au plus on subit, plus l'amertume et la colère montent. Et à force de colère, on devient extrême et on arrive à toutes les dérives que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce n'est pas le propos du jour. Mais il est donc tout de même important de souligner que lorsque nous faisons des choix conscients et que nous nous y engageons, nous mettons notre force au service de ce choix, de cet objectif. Et cela ne peut qu'enrichir notre système interne et le système de notre équipe. Vous comprenez ? Donc si c'était important d'en parler quand même, vous voyez ? Donc nous sommes bien partis sur notre lancée, alors continuons avec des objectifs d'amitié maintenant. Un objectif d'amitié, ça pourrait être par exemple rester en contact régulier. Donc prendre des nouvelles régulièrement, que ce soit par des appels, des messages ou des rencontres. Ça pourrait être aussi comme objectif célébrer les succès ensemble. Fêter les accomplissements et les moments joyeux de la vie de l'autre. Une naissance, un nouveau projet, un nouveau poste. N'hésitez pas à célébrer ensemble, c'est tellement de bons moments. Et pas forcément les choses convenues. Vous pouvez aussi consciemment vous dire que tiens,
Tiens, j'ai vu que tu avais, je sais pas, là je l'ai déjà cité, j'ai vu que tu avais un nouveau poste, mais ça, ce genre de choses, ça se fête pas forcément. Mais fêtez-le, célébrez-le ensemble, c'est quand même hyper sympa, vous voyez. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi comme objectif? Un objectif très intéressant, c'est respecter les différences. Encore une fois, on se dit, ah ouais, évident, gna gna. Non, non, accepter et respecter les opinions, les choix de vie et les différences de chacun. Ça, c'est très majestueux comme objectif. Et une fois de plus, comme je vous le dis, certains pourront le moquer. Mais observez ce qui se passe réellement. Est-ce que vos amis respectent vraiment les choix de vie et les opinions des autres amis? Et en sont-ils conscients, simplement? Je suis prête à parier que non. C'est pas évident. Et cet objectif est une direction d'esprit tout à fait élégante. Retenez-le. Comme objectif aussi, évidemment, apprendre l'un de l'autre, consciemment. S'ouvrir aux nouvelles idées et perspectives que l'ami peut apporter. Faire, comme en couple, des choses ensemble que vous n'avez jamais faites. Échanger des avis sur des choses dont vous n'avez jamais parlé, parce que ça ne vient pas naturellement. Ce genre de choses, c'est toujours très enrichissant. Et un autre objectif aussi, comme à l'image de la famille, ça pourrait être créer des traditions ensemble. Établir des rituels ou des traditions comme des voyages annuels ou des événements spéciaux. Vous savez, comme dans Friends, où ils font Thanksgiving ensemble, par exemple. Faites pareil avec vos propres traditions. Pâques, le 14 juillet, la galette des rois, je ne sais pas, qu'importe. Instaurer ceci donne un point annuel de repère en plus. Vous voyez, c'est un point annuel de repère. Je ne sais pas si ça se dit, mais un repère annuel en tout cas. Et ça en devient encore plus intéressant parce que cet événement, quand il devient un repère temporel, vous pouvez constater ensemble vos évolutions mutuelles une fois par an, à la même période. Quelle meilleure façon de célébrer la vie? Par exemple, moi j'ai une tradition avec mon frère et ma sœur que je considère comme mes meilleurs amis, clairement, tellement notre entente est grande. Aujourd'hui, nous avons chacun nos vies, mais nous nous imposons quand même, si je peux dire, quelque chose. Une fois tous les 2 mois à peu près, nous nous retrouvons dans un café ou dans un salon de thé de notre ville d'enfance et nous nous racontons notre vie, les nouvelles, rien qu'à 3. Nous nous voyons régulièrement. Ce n'est pas la question en fait, mais quand nous nous voyons, nous sommes toujours avec d'autres membres de la famille ou d'autres personnes. Alors que là, dans ce moment-là, nous ne sommes qu'à 3. Et nous partageons entre frères et sœurs et uniquement entre frères et sœurs tout en fait. Enfin tout, toutes les nouvelles et toute la vie, vous voyez. Et ça j'adore, ça c'est une tradition vraiment que j'adore. C'est des moments très très riches. Et même si parfois ça dure que 1h30 ou 2 heures, eh ben c'est vraiment très reboostant. Très très reboostant. Et mes parents appellent ça joyeusement notre conseil d'administration. Et je trouve ça très drôle, je trouve ça très beau. Et je vous souhaite de vivre ça. Ce sentiment d'unité avec les gens que vous aimez, avec les membres de votre équipe finalement. Donc tout ce que je vous dis là, comme d'habitude, ce n'est pas une liste de choses à cocher. Ce sont des pistes de réflexion, parfois puissantes en fait, et qui se suffisent à elles-mêmes. Et parfois elles sont trop simples, parfois il faut les agrémenter selon les couleurs du tableau de votre vie. C'est une façon de réfléchir les choses. Ce ne sont pas des objectifs à imposer aux autres, mais à proposer. Ce ne sont pas des redressements sous forme de thérapie, mais des révélateurs, des éclaircissements. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais vous parler maintenant de la négligence d'un travail d'équipe, pour essayer de faire prendre conscience à quel point il est dommage d'en faire fi. En effet, la plupart des gens dans notre société occidentale négligent cette unité de groupe. Et pourquoi les équipes échouent alors? Pour quelles raisons les membres d'une équipe échouent à mener à bien l'équipe? Parce qu'en fait, tout ce dont je viens de vous parler là, je suis vraiment désolée pour ma diction aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais comme vous le savez, ça ne peut pas aller bien tous les jours. Alors, je disais quoi? Attendez, je me suis un peu perdue. Oui, pourquoi les équipes échouent, en fait? Parce que tout ce dont je viens de parler, comme je vous le répète depuis de nombreuses minutes, ça paraît évident. Mais alors, si ça paraissait évident, pourquoi on se plante, en fait? Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que les gens sous-estiment ses avantages et sa puissance à l'équipe, à l'esprit d'équipe. Ensuite, parce que leur niveau d'engagement n'est pas suffisamment soutenu au sérieux, parce qu'ils ne prennent pas l'esprit d'équipe au sérieux. Ensuite, parce que ces personnes sont dépassées par la difficulté et le temps nécessaire pour faire du travail d'équipe une réalité. On veut toujours tout de suite et on ne prend jamais le facteur temps en compte. Généralement, quand on s'en rend compte, il est bien trop tard, parce que du temps, on n'en a plus assez. Et c'est vraiment dommage.
Aussi, pourquoi ça échoue? Parce que certains membres de l'équipe conservent la majeure partie du contrôle. Ça aussi, c'est un facteur d'échec. Faire fi de l'avis et de l'opinion des autres, c'est l'autoroute vers le mur, en fait. Ah, elle est sympa cette expression, l'autoroute vers le mur. On va la garder, non? C'est cool. Et enfin, la dernière raison pour laquelle les membres d'une équipe échouent en tant qu'équipe, c'est que le reste des membres de l'équipe font juste assez pour répondre aux normes de performance imposées par les autres. Ça fait très milieu professionnel dit comme ça, mais vous conviendrez qu'on peut le transposer aux différentes équipes de notre vie. Alors attention, un peu de bon sens. On ne peut pas prendre des décisions tous ensemble avec des enfants en bas âge, s'il s'agit d'une famille par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je généralise. Mais voici donc les raisons pour lesquelles la plupart des équipes échouent en tant qu'équipe. Quel dommage! Quel dommage de gâcher tant de potentiel. Et sans compter que le jour où une équipe divisée rencontre une équipe soudée, je vous raconte pas le coup de blues que les membres de la première équipe se prennent plein fouet, hein, franchement. Alors que deux équipes soudées qui se rencontrent ne peuvent que s'enrichir les unes les autres, vous voyez? Bon, tout ça, pas bien. Alors, que faire? Que faire pour démarrer ce cheminement magnifique? Développer des équipes gagnantes commence par la décision de prendre le travail d'équipe au sérieux. Un engagement unifié à se lancer. Ça, c'est obligatoire, c'est pas facultatif. Les bénéfices du travail d'équipe, s'ils sont soutenus par un effort conscient et une persévérance acharnée, peuvent et aideront toute organisation, tout système à maximiser son potentiel, son bien-être et son confort de vie. Un excellent esprit d'équipe et une cohésion parfaite sont les facteurs clés de succès de tout système. Plus que les compétences, les politiques, plus que les objectifs, plus que tout en fait. Donc système professionnel, familial, amical, etc. L'être humain est puissant. Chaque humain a sa propre puissance et est capable de développer sa propre élégance. Un humain plus un humain, ça ne fait pas deux humains. Hein. Ça crée une identité plus grande, une entité plus grande, plus puissante. Vous voyez? Donc les équipes deviennent formidables lorsqu'elles décident de le devenir, et non parce que quelqu'un leur a dit de le faire. Quelque chose les pousse à agir en fait, un déclic mental collectif se produit à ce moment-là, et la magie opère, et basta, et c'est super. Les grandes équipes croient en leur cause, elles s'engagent à faire la différence et à déplacer des montagnes. Lorsque chaque membre de l'équipe donne le meilleur de lui-même, ils prennent soin les uns des autres, et l'équipe réussit au-delà des attentes. Et la magie, l'alchimie de l'être humain se déploie dans toute sa splendeur. Parce que quand vous réussissez à faire ça, vous avez la possibilité d'expérimenter des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Et c'est pour ça que les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure sont plus des directions, des orientations d'esprit, plutôt que des objectifs au sens strict du terme. Parce que par définition, un objectif est un point à atteindre, alors que là, c'est une orientation à mettre en place, à maintenir, à travers laquelle s'améliorer. Et quand on s'améliore à travers ces objectifs, donc objectifs entre guillemets, on découvre des choses plus grandes, plus belles. Au-delà de solidifier le socle d'une relation, cela déploie le socle, ça le rend plus grand pour pouvoir faire plus de choses à partir de lui. Vous comprenez cette philosophie de l'élégance ? Quand vous atteignez une cohérence et une cohésion d'équipe, vous êtes déjà plus confortable, sans l'ombre d'un doute, déjà, mais aussi, vous êtes plus en sécurité. Et ce n'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est un fait. Avoir une solide cohésion vous met en sécurité parce qu'on se protège les uns les autres. Et ça, c'est précieux, je vous assure que c'est précieux. Alors, comment construire un esprit d'équipe solide ? La réussite repose sur une combinaison de timing judicieux, avantages naturels et un travail d'équipe harmonieux. Les formidables équipes partagent une tâche ou un objectif commun, un fort sentiment d'interdépendance et une responsabilité partagée. Le tout combiné de manière structurée et systématique pour assurer sa réussite. En fait, en cela, il y a 3 paramètres essentiels à prendre en compte. Il y a la confiance, il y a les qualités que les membres doivent partager et il y a le travail du leader. Confiance, qualité commune, travail du leader. Et on va détailler ça maintenant. La première étape est la plus importante pour bâtir une équipe soudée et fonctionnelle et d'instaurer la confiance. C'est un enjeu crucial du travail d'équipe, car une équipe sans confiance n'est pas vraiment une équipe. Instaurer la confiance ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle se construit avec le temps. Elle se construit grâce à la cohérence du comportement des uns et des autres. Elle se construit dans les moments douloureux. Elle se construit, en fait, sur la base de la fiabilité des membres.
le respect des engagements de chacun. Et elle se met en place avec le temps, bien entendu. Au plus vous passerez à travers les expériences avec les uns et les autres, au plus votre confiance se mettra en place. C'est pour ça que les entreprises mettent en place le fameux team building, pour que les gens apprennent à se connaître à travers des expériences. Le team building, bon, c'est plus ou moins bien fait selon les entreprises, mais ce principe, c'est celui-là. Alors pour renforcer la confiance, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, faites ce que vous dites. Même les plus petites choses. Ensuite, soyez honnête avec vous-même quant à vos limites. Cela renforce votre crédibilité envers tout le monde, croyez-moi. Et troisièmement, offrez de la visibilité, de la transparence. Ne faites pas de rétention d'informations inutiles. Je dis bien inutiles. Il ne faut pas être transparent à tout prix sur tout, dans tous les sens. Non, on ne parle pas de ça. Mais il ne faut pas faire de rétention d'informations inutilement. Les membres d'un groupe doivent être capables de compter les uns sur les autres, de prendre des risques réfléchis, d'avoir une communication crédible, une communication crédible avec les autres. Le deuxième paramètre dont nous avons parlé, donc nous venons parler de la confiance, c'est l'ensemble des qualités que les membres d'une équipe doivent partager. Et il y en a plusieurs. Premièrement, tous les membres de l'équipe doivent comprendre parfaitement la tâche de l'équipe et ils doivent s'y engager. Et entre eux, ils possèdent toutes les compétences nécessaires pour réussir. Ok ? Ça, c'est la première qualité à partager. La deuxième, c'est qu'il y a à tout moment un leader reconnu qui fournit la motivation et un sens de direction commune. Ça, c'est important. Troisièmement, tous les membres travaillent pour le succès du groupe dans son ensemble. Ok ? Et pas pour eux-mêmes. C'est le fondement. Ce que je vous dis, de toute façon, c'est le fondement d'une équipe. Donc, tous les membres travaillent pour le succès du groupe dans son ensemble, plutôt que pour eux-mêmes. Quatrièmement, ils se soutiennent mutuellement dans leurs efforts et se soucient du bien-être de chacun. Très solidaire. Et donc, évidemment, cinquièmement, les membres de l'équipe aiment travailler ensemble. Sinon, ça ne sert à rien. Vous voyez ? Chaque bulle du système reconnaît ceci. Chaque membre de l'équipe reconnaît ceci. Et chaque membre a la volonté d'œuvrer dans ce sens. Ce n'est pas vraiment compliqué, mais c'est à savoir. Encore une fois, il est question de clarification ici. Et donc enfin, nous avons vu la confiance et les qualités communes. Le troisième paramètre important à la réussite d'une équipe, c'est le travail du leader. Parce que oui, dans une équipe, il y a un leader, mais... Et écoutez-moi bien, selon le contexte et le moment, le leader de l'équipe peut changer. En entreprise, on a un responsable attitré, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dans le cercle privé, le leader peut changer selon le contexte. Et qui dit leader ne veut pas dire « moi je suis en haut et vous fermez votre joli clapet ». C'est pas ça du tout, le concept d'un leader. Par exemple, au sein d'un groupe d'amis, quand on va dîner chez des amis par exemple, le leader peut naturellement devenir le maître ou la maîtresse de maison. Vous voyez ? Quand nous faisons un week-end entre amis, c'est peut-être celui qui a proposé et réservé toutes les activités et l'hébergement qui peut prendre le lead. Qui peut. J'ai pas dit que c'est pas forcément lui, mais ça peut être lui. Dans une soirée jeu de société, ça peut être celui qui connaît bien le jeu et qui l'explique aux autres. Donc on se fie à cette personne qui connaît le jeu. Vous voyez ? Dans le contexte d'une randonnée, c'est celui qui a le meilleur sens de l'orientation et qui connaît bien le chemin, généralement, qui prend naturellement le lead. Et en fait, qu'importe. Tout cela se fait très naturellement. Il n'y a pas à désigner un leader. C'est très naturel. Comme d'habitude, ici, on décompose pour mieux comprendre les choses. Mais tout cela doit s'oublier et c'est naturel. Néanmoins, celui qui prend le lead, il a une responsabilité. Plus ou moins grande selon le contexte. Exactement comme ce qu'on a vu en début d'émission sur l'ordre social. Vous voyez ? Et c'est chouette, en fait, d'être leader. C'est pas... il y a une responsabilité, mais c'est hyper chouette d'avoir cette responsabilité. Certains sont plus enclins, d'autres moins. Mais parfois, on se révèle à travers le fait d'être un leader. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça très intéressant. Donc, ce que je disais en début d'émission, c'est que celui qui a l'ascendant, celui qui possède le statut le plus élevé à ce moment-là, a la responsabilité de veiller au bon déroulement de la mission de l'équipe. Et c'est lui qui va donner le ton. C'est en ce sens-là, en fait, qu'on parle de leader. Et donc, correctement géré et développé par le leader, le travail d'équipe améliore le processus de l'équipe elle-même et exploite le meilleur de son potentiel grâce au libre-échange d'idées, grâce au libre-échange d'informations, et de connaissances et de compétences aussi. Vous
voyez ? Et c'est valable pour toutes les équipes, toutes. Donc un travail d'équipe solide, c'est essentiel à une vie élégante et une vie de qualité. Il instaure une confiance, il améliore la communication et développe une culture d'interdépendance plutôt que d'indépendance ou de dépendance. Vous voyez ? De grandes choses naissent du travail d'équipe et de l'unité. Dans les familles, dans les entreprises, dans les stades, en passant par les usines, les administrations. En fait, le travail d'équipe, c'est la clé d'un plein potentiel exploité et ça contribue incontestablement à toute réussite. Clarifiez vos objectifs, clarifiez vos orientations, d'abord pour vous-même, puis avec les autres. Alors, où en sommes-nous dans notre cheminement ? Nous avons vu la nature des relations et des relations de qualité, puis nous avons compris comment décider du comportement à avoir selon la nature des gens que nous rencontrons, s'ils sont des pairs ou pas, et si ce n'était pas le cas, qu'il pouvait y avoir un rapport de complémentarité ou un rapport hiérarchique. Nous avons vu la différence entre ces deux rapports et ne ferons plus d'erreur de jugement sur ce point. Nous avons vu comment notre identité personnelle passe à une identité collective parfois et pourquoi ce phénomène se passe. Et enfin, nous avons parlé de l'esprit d'équipe. Nous avons vu que nous étions membres d'une multitude d'équipes au cours de notre vie et les différents objectifs que nous pouvions nous fixer si nous désirons. Et nous avons enfin finalement vu les différentes composantes d'un solide esprit d'équipe. Bien, tout cela est très charmant. Et fort de ces connaissances, nous allons maintenant nous intéresser à la partie la plus importante, la sélection des membres de notre équipe. Et je vais vous donner un premier principe en or pour influencer l'alchimie entre deux êtres humains. Toute cette alchimie est subtile, vous le savez très bien, mais quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on souhaite s'allier à quelqu'un, c'est la chose suivante. Selon vos attentes pour le projet, selon le contexte et selon l'objectif pour lequel vous voulez monter une équipe, faites avant tout une petite introspection et connaissez vos faiblesses pour ce projet, bien entendu. Vos forces sont très importantes, mais vos faiblesses encore plus. Pour une fois. Parce que si vous oh là 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 là, quelle journée. Si vous trouvez quelqu'un dont la force est l'une de vos faiblesses, vous allez pouvoir construire et imbriquer vos forces de façon à les démultiplier. Et ce n'est qu'une petite astuce d'esprit, ça, hein. Si vous pensez comme ça, pensez à vos faiblesses et pensez à comment la personne pourrait combler cette faiblesse, en fait. Alors là, on parle de constituer une équipe et mon propos pourrait sous-entendre de partir de zéro, mais c'est pas le cas. Ces membres, ils font peut-être déjà partie de votre entourage, en fait. C'est pas quand on rencontre quelqu'un. Quand on choisit un membre d'une équipe, c'est pas forcément quand on le rencontre. C'est peut-être aussi en cours de route. Ces gens, ils font déjà peut-être partie de votre entourage, en fait. Et c'est aussi parfois pour cela que je vous parlais tout à l'heure de faire des expériences ensemble que vous n'avez jamais faites. Parce que ça peut révéler des choses que vous ne soupçonniez pas. Je ne parle pas de tester les gens de votre entourage, en tout cas pas au sens strict du terme, mais en tout cas de découvrir des compétences cachées, par exemple. Pas de tester, vous n'êtes pas en train de faire des expériences dans un labo. C'est pas de ça dont je parle. En entreprise, dans les entretiens de recrutement, il y a des techniques, bien entendu, et le recrutement relève quasiment d'une science, j'en suis convaincue. Mais souvent, on pose les questions trop directement. On ne cherche pas vraiment à connaître l'autre. On lui pose une question très très directe sur sa compétence. Et selon moi, c'est pas fiable. Je pense qu'on découvre beaucoup plus quelqu'un dans une véritable conversation que dans les questions classiques sur un CV. Et d'ailleurs, en parlant de CV, c'est le deuxième principe que je vais vous donner. Soyez capable de regarder au-delà du CV. On parle du CV dans un langage d'entreprise, mais dans le cercle privé, c'est pareil. On n'a pas de CV dans le cercle privé. Mais ça peut être une présentation globale que quelqu'un peut nous faire sur quelqu'un d'autre, par exemple, vous voyez. Et tout comme le CV, cette présentation superficielle ne doit être prise que pour ce qu'elle est, à savoir une porte d'entrée, un moyen de connexion à la personnalité profonde de quelqu'un. C'est tout, c'est ni plus ni moins que ça. On est en 2025. On a déjà beaucoup philosophé sur le fait de ne pas se fier uniquement au diplôme, etc. Nanana. Et même si on sait cela aujourd'hui, même si on a beaucoup disserté là-dessus, le diplôme reste néanmoins un marqueur social. Et à ce titre, il ne doit pas être négligé. Mais c'est un autre sujet. Ce que je veux vous dire ici, c'est que le CV est une porte d'entrée. Il faut creuser et surtout réussir à découvrir les soft skills, ce que l'on appelle en français les compétences de base, qui sont en fait des compétences psychosociales. Ces compétences s'expriment à travers nos actions quotidiennes, à travers les missions que nous choisissons.
Ces compétences-là, c'est par exemple l'autonomie, la diplomatie, le tact, l'adaptabilité, l'intelligence émotionnelle, etc. Et réussir à déceler cela chez quelqu'un est une vraie force dans la conception de votre équipe. Parce une compétence donc, que l'on appelle dure, hard skills en anglais, une compétence technique par exemple, ça peut s'acquérir facilement, ça peut s'expliquer facilement. Mais les compétences psychosociales, c'est des compétences qui sont profondes. Et même si on peut les développer, il y a quand même de sacrées prédispositions. Et les gens sont dotés de ces choses-là et après ils les développent selon leurs expériences, mais à la base ils ont quand même des prédispositions, vous voyez. C'est pas quelque chose qui s'apprend comme une compétence technique, ce n'est pas pareil. Donc au lieu de créer cela chez les autres, ce qui relève de l'impossible, créer une compétence psychosociale chez quelqu'un, je crois que ça n'existe pas. Il faut déceler ce qu'ils ont déjà et s'y associer pour le meilleur. C'est pas profiter de ça, c'est juste s'y associer pour faire quelque chose ensemble. Vous voyez ? Vous avez, vous, des compétences psychosociales également. Et d'ailleurs, à travers mes émissions, nous les développons très fort, ces compétences psychosociales. C'est le but. Donc, d'autres aussi auront besoin de vous. Au-delà de votre vision des choses et de votre humour, offrez ces compétences psychosociales aux autres. Partagez-les pour le meilleur. Mettez-les au service de nobles intentions. Alors, principe numéro 1, identifiez vos faiblesses. Principe numéro 2, regardez au-delà du CV. Principe numéro 3, célébrez la diversité. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Il est utile d'avoir un ensemble diversifié d'opinions, si vous avez un ensemble de défis diversifiés à relever. Vous comprenez ? Et en fait, c'est le cas dans la vie. La vie, c'est ça. C'est des défis divers et variés, donc au plus on a d'opinions et de perspectives, au mieux c'est. Donc si nous avons une solution à trouver qui n'est pas évidente, il est beaucoup plus efficace d'avoir plusieurs opinions. Bill Clinton disait ceci. Si vous prenez une personne très intelligente, que vous la mettez dans une suite, que vous la traitez comme un roi, que vous lui donnez tout ce qu'il veut, et que dans une autre pièce, vous mettez 99 personnes qui boivent du café froid et qui mangent des petits pains rassis, donnez-leur le même ensemble de problèmes, et ce sont les 99 personnes qui trouveront les solutions, et pas la personne isolée. J'aime ceci, ça donne à réfléchir. Une équipe diversifiée prendra toujours de meilleures décisions que des équipes homogènes ou que des génies isolés. Gardez ceci en tête, je vais le répéter parce que c'est important. Une équipe diversifiée prendra toujours de meilleures décisions que des équipes homogènes ou que des génies isolés. Avoir une équipe diversifiée est le meilleur moyen d'inventorier les plus diverses expériences, les plus grandes variétés de perceptions, les plus grandes variétés de préférences. Et si vous rassemblez tout cela dans la poursuite d'un même objectif, c'est une force imparable, c'est imparable. Et l'équipe sera plus heureuse, parce que tout le monde veut faire partie d'une équipe gagnante, n'est-ce pas ? Il faut gagner en réunissant les meilleures personnes et en les encourageant à penser et à travailler avec les autres et à voir les choses légèrement différemment. L'art du leadership est un art tout à fait fascinant et ô combien élégant. Il nécessite le sens des responsabilités, de la bienveillance, du discernement, du jugement, du courage, de la maîtrise de soi et bien d'autres choses. Mais il est avant tout puissant. Et ce que l'on a évoqué aujourd'hui est une belle entrée en la matière. J'ai envie de discuter avec vous encore et encore et encore et encore, mais nous arrivons en fin d'émission. Je vais vous donner une autre petite clé qui peut faire la différence au sein d'une équipe. Une clé que j'ai déjà évoquée dans une autre émission, mais qui a tout à fait sa place ici. Encouragez les membres de votre équipe à exprimer leur désaccord avec vous de manière saine et respectueuse. Il est important que les gens puissent exprimer leur désaccord avec vous. Vous avez engagé des gens qui ont des connaissances et ce n'est pas pour rien. Vous voulez connaître leur opinion. Et elle peut être particulièrement efficace et brillante, évidemment. Comme je vous le disais la dernière fois, pour que cela arrive, vous devez leur faire comprendre qu'ils ne baisseront pas dans votre estime ni dans votre considération quand ils le feront. Le but, c'est que vous enrichissiez votre réflexion commune. Et comme je vous le disais, peut-être qu'à la fin de la discussion, vous tomberez d'accord sur ce que vous disiez à la base. Et peut-être que vous tomberez d'accord sur ce que lui disait à la base. Et peut-être que finalement, vous tomberez d'accord sur une réflexion totalement nouvelle. Qu'importe en fait. Ce qui compte vraiment, c'est que vous ayez fait ce chemin ensemble, qu'au bout du compte, vous soyez fort de cette réflexion commune. Donc quand vous êtes en désaccord, c'est ça le but. Donc dites-leur. Dites-leur que s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils le disent et qu'ils n'aient pas peur. Vous vous engagez à bien réagir, vous vous engagez à mûrir la réflexion ensemble. Imaginez que ce soit un collègue, un frère, un conjoint, un parent. Pour toutes les relations, ce concept est bon. Soyez intelligents.
Soyez indulgents, soyez respectueux, soyez élégants. Vous savez de quoi ce monde manque ? Nous manquons de femmes puissantes, aux côtés d'hommes puissants, qui ont le courage de s'aimer, qui ont le courage de se serrer les coudes et de se compléter, et de mettre toutes leurs forces communes au service de l'humanité tout entière. Et ça commence par notre quotidien. La base. Créons des bases de plus en plus solides, de plus en plus larges, qui seront le socle d'une propulsion au sommet de l'élégance, du courage et de l'excellence. Ensemble. D'où Jésus. Il est temps de conclure ce beau moment. J'espère vous avoir proposé de jolies perspectives aujourd'hui. Voici une émission pleine de charme qui, je l'espère, vous donnera envie de vous reconnecter avec les vôtres, de vous reconnecter avec tous les rôles qui contribuent au chef-d'œuvre qu'est votre vie. Nous voilà encore un peu plus loin dans notre cheminement vers l'élégance. Je vous embrasse et vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. À bientôt!